Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 18 mars. 19e jour de la guerre au Moyen-Orient, les forces iraniennes visent le cœur des territoires occupés par l'entité sioniste à l'heure où des frappes américano-sionistes touchent une centrale nucléaire et une importante installation gazière iranienne dans le Golfe. Le président iranien Masoud Pezeshkian promet de venger la mort d'Ali Larijani, soulignant que le défunt était pleinement engagé en faveur de la paix et de la sécurité régionale. L'agression sioniste contre le Liban se poursuit, faisant au moins 10 martyrs ce mercredi, une agression fermement condamnée par l'Algérie. À la veille de la célébration du 64e anniversaire de la fête de la victoire, le président algérien Abdelmadjid Tebboune souligne l'importance de cette date marquant la fin d'une domination coloniale de plus de 130 ans. Et puis retour dans cette édition sur la décision de la Confédération africaine de football d'attribuer le titre de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au pays hôte sur tapis vert et de déchoir le Sénégal de son sacre, provoquant une véritable onde de choc mondiale entre ironie et indignation. Bonsoir à tous. Au 19e jour de l'agression de la guerre américano-sioniste contre l'Iran, l'intensité des bombardements ne faiblit pas. Au contraire, une véritable pluie de missiles iraniens s'est abattue ce mercredi et tout ce matin sur les territoires occupés par l'entité sioniste qui a à son tour visé plusieurs sites stratégiques iraniens dont une centrale nucléaire. Par ailleurs, une frappe menée par l'entité sioniste et les États-Unis a touché une importante installation gazière iranienne dans le Golfe. Le point de la situation avec Mohamed Walid Ben Shaban. Entrée dans sa troisième semaine, la guerre entre l'axe américano-sioniste et l'Iran plonge la région dans une instabilité totale. Téhéran, qui enterre l'un des piliers de son régime, promet désormais des répercussions à l'échelle mondiale. Dans la nuit de mardi à mercredi, le ciel de la Palestine occupée a été déchiré par plusieurs salves de missiles balistiques à ogives multiples tirées depuis le territoire iranien. Ces frappes massives visaient des points stratégiques de l'entité sioniste en Palestine occupée. Cette nouvelle escalade se veut une riposte directe à la mort du chef de la sécurité iranienne, Ali Larijani, tombé la veille sous des frappes américano-sionistes. À la suite de ces attaques, l'Iran a averti que la vague de répercussions mondiales ne fait que commencer. L'embrasement du Moyen-Orient franchit un seuil critique alors qu'une frappe de l'axe américano-sioniste a directement visé des installations gazières iraniennes névralgiques dans le Golfe. Face à cette escalade, Téhéran a durci le ton en avertissant que les tsunamis diplomatiques et économiques déclenchés par cette guerre ne préserveront personne. Tandis que la communauté internationale observe avec effroi l'effondrement de la stabilité régionale, la question n'est plus de savoir si le conflit va s'étendre, mais jusqu'où iront les ondes de choc d'une confrontation qui redessine dans le sang et le pétrole le nouvel équilibre géopolitique du XXIe siècle. Un projectile a touché hier soir une zone proche de la centrale nucléaire iranienne de Bouchar, dans le sud de l'Iran, mais n'a causé ni dégâts ni de blessés. L'Iran et la Russie ont tous deux condamné l'attaque, la qualifiant d'irresponsable.
Et à Téhéran, une foule nombreuse s'est rassemblée ce mercredi pour les funérailles du chef du Conseil suprême de sécurité nationale, Ali Larijani, et du chef de la force Basij, Gholam Reza Soleimani, tué la veille lors d'une frappe aérienne de l'entité sioniste, tandis que les personnes en deuil rendaient également hommage aux 84 marins de la frégate iranienne Iris Dena, coulé après avoir été torpillé par les forces américaines au large du Sri Lanka le 4 mars. Et le président iranien Massoud Pezeshkian a promis ce mercredi de venger la mort d'Ali Larijani, soulignant que le défunt était pleinement engagé en faveur de la paix et de la sécurité régionale. Le président iranien a affirmé que la mort de Larijani était une perte immense et irréparable et que son meurtrier sera sans aucun doute sévèrement puni. Et pour évoquer tous ces développements, on retrouve tout de suite notre invité du jour qui est Manuel Pouchelet, expert des questions sécuritaires et géopolitiques. Manuel Pouchelet, bonsoir. Bonsoir monsieur, merci pour votre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, on l'a dit, plusieurs dirigeants et responsables iraniens ont été tués en près d'une vingtaine de jours par les frappes américano-sionistes contre l'Iran. Or, cela ne semble pas perturber le fonctionnement des institutions iraniennes. Comment l'expliquer, Manuel Pouchelet ? Vous savez, l'Iran s'est préparé à cet affrontement depuis de nombreuses années. C'est un régime qui est au pouvoir depuis 47 ans. Donc, si vous voulez, toutes les hypothèses, en fait, dès que l'on a vu les premiers signaux de Monsieur Ali Khamenei souffrant, quand même, il faut le savoir, c'était une personne âgée. Donc, tout avait été à peu près il y a 2 ans ou même déjà les premiers avertissements se sont manifestés, si vous voulez, lorsque le président Raïssi avait péri dans un accident d'hélicoptère en revenant d'Azerbaïdjan. Je pense que la succession a été actée dès ce moment-là. Mais en tous les cas, le régime de Téhéran est en position de force, démontre que malgré l'assassinat de ses personnalités de premier rang, le régime tient toujours et que l'organisation est pour l'instant infaillible. Maintenant, le problème est avec qui va-t-on négocier, puisque les Américains et les Israéliens sont déterminés, si vous voulez, à mettre un terme à ce régime et ils pensent y peut revenir en éliminant malheureusement les hauts représentants iraniens. Et fait marquant aujourd'hui, Manuel Pouchelet, une frappe américano-sioniste a touché des installations iraniennes desservant l'immense champ gazier de South Pars North Dome, partagé avec le Qatar. Pourquoi les États-Unis ont créé une telle infrastructure qu'ils sont en fait censés protéger ? Alors, normalement, l'objectif des États-Unis dans cette guerre, on a vu le volet militaire qui a commencé dès le début, mais là, cette fois-ci, on s'attaque au volet économique. On sait pertinemment qu'il y a des navires, si vous voulez, qui transportent des ressources naturelles passant par Hormuz, notamment des navires chinois et indiens, et que les Américains sont décidés, si vous voulez, à détruire ces infrastructures dans la mesure où ils souhaitent bloquer l'Iran de précieuses devises qui leur permettraient non seulement d'acheter des armes, mais également de subvenir à d'autres besoins dont la population réclame, si vous voulez. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que cette guerre est aussi économique, c'est une guerre de l'information. Mais je pense que les Américains, en frappant les installations iraniennes, espèrent peut-être une nouvelle phase dans leur offensive où pour l'instant, il faut le savoir, qu'ils patinent. On s'aperçoit qu'on a un pouvoir qui reste en place. On s'aperçoit que le régime iranien répond, si vous voulez, aux attaques israélo-américaines en envoyant toujours des missiles sur Israël et les pays de la région. L'objectif est bien entendu de priver Téhéran de précieuses devises pour assurer une économie qui pour l'instant est au point mort. Et attention, les Américains en faisant cet acte se risquent aussi à des pressions, qui pourraient venir de la Chine et de l'Inde, qui sont destinataires de cette ressource.
Manuel Pouchelet, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert des questions sécuritaires et géopolitiques. Merci beaucoup. Et toujours à propos de ce dossier, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a averti que les conséquences de la guerre au Moyen-Orient allaient frapper tout le monde et s'est félicité des critiques émises dans les pays occidentaux contre justement les conséquences, s'est félicité contre les critiques et des critiques émises dans les pays occidentaux contre le conflit, accompagnant son message sur X d'une copie de la lettre de démission d'un haut responsable américain de la lutte contre le terrorisme qui avait protesté contre la guerre. Les retombées mondiales de la guerre toucheront tout le monde, indépendamment de la richesse, de la religion ou de l'ethnie. Un nombre croissant de voix, y compris celles de responsables européens et américains, affirment que la guerre contre l'Iran est injuste. Il est impératif que davantage de membres de la communauté internationale suivent leur exemple. Et comme l'a mentionné le chef de la diplomatie iranienne, Joseph Quint, le directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme, a remis sa lettre de démission au président Donald Trump pour protester contre la guerre menée par les États-Unis et l'entité sioniste contre l'Iran. Joseph Quint a souligné que l'Iran ne représentait aucune menace imminente pour la nation américaine et qu'il était clair que cette guerre avait été déclenchée sous la pression de l'entité sioniste. Et aux États-Unis, de plus en plus de voix s'élèvent pour s'opposer à la guerre contre l'Iran. Donald Trump, qui avait mené sa campagne électorale en critiquant l'interventionnisme américain au Moyen-Orient, est désormais sous le feu des critiques au sein même du camp républicain. Plus de détails avec Safwan Belsabri. America First, c'est l'un des slogans qui a fait mouche dans la rhétorique de Donald Trump durant ses 3 campagnes électorales. Il résume à lui seul une certaine façon de voir l'Amérique et le monde, les intérêts des États-Unis d'abord, l'intérieur avant l'extérieur. Mais la guerre contre l'Iran pose un problème de cohérence dans la politique de Donald Trump. Elle divise au sein même du camp présidentiel. La base électorale ne fait pas front à un ennemi iranien lointain et hors d'état de nuire aux États-Unis. Le camp isolationniste ne souhaite plus voir les États-Unis impliqués dans des théâtres de guerre au Moyen-Orient. Ils avaient soutenu Donald Trump dans sa promesse de mettre fin à ce qu'il appelait les guerres sans fin, ayant lui-même critiqué l'intervention en Irak et en Afghanistan. D'un côté, les partisans d'une ligne dure, héritiers des néoconservateurs. De l'autre, une frange plus isolationniste, fidèle aux principes de l'America First, s'interroge sur la pertinence d'un engagement militaire au Moyen-Orient. Cette divergence s'est intensifiée ces derniers mois, alimentée par une rébellion croissante, notamment chez la jeune garde républicaine. La guerre avec l'Iran constituera un test majeur pour le président américain. Elle pourrait à terme accentuer les fractures au sein du camp présidentiel et fragiliser sa base à mesure que le coût du conflit augmente. Et je vous en parlais en titre au Liban, 10 personnes sont tombées en martyrs et plusieurs autres ont été blessées ce mercredi à la suite de raids aériens menés par l'entité sioniste sur différentes zones du pays, notamment à Baalbek et Habouch, dans le district de Nabatieh, au sud. Les détails avec Neilaït Hamouda. Pour la énième fois, le centre de Beyrouth est déchiré par les frappes sionistes, transformant des quartiers entiers en paysages de désolation. Ce n'est plus seulement le front qui tremble, c'est le poumon du Liban qui étouffe. Ici, à Bachoura, les secouristes travaillent dans une atmosphère de choc. Hier encore, ils pensaient opérer dans une zone de sécurité relative. Aujourd'hui, ils ramassent les débris d'une confiance brisée. Il n'y a pas de combattants ici. Tous les combattants sont là-haut, au sud Liban. Qu'ils se battent sur le terrain, qu'ils ne viennent pas s'en prendre à des innocents, les déplacés ainsi que les personnes âgées. D'ailleurs, ce quartier est mixte. Ce n'est pas un quartier chiite. C'est un quartier mixte. Il y a des sunnistes, des druzes et bien d'autres. Il y a aussi nos frères kurdes.
Les Israéliens ne pensent qu'à faire souffrir. À part ça, ils n'ont rien d'autre à faire. Un acharnement ressenti comme une punition collective. Ce qui était avant considéré comme une zone protégée, la capitale est devenue désormais une cible de substitution. Ce n'est que souffrance. Ils n'ont plus de cible. Ils souffrent, alors ils veulent faire souffrir. Voilà l'ennemi israélien. Vous les avez vus à Gaza. Dans ce chaos, chaque vie compte. Pendant que les secouristes fouillent les gravats à la recherche de survivants, des ONG tentent de sauver ce qui peut l'être, au milieu d'un bilan humain qui s'alourdit minute après minute. Aujourd'hui, nous sommes ici avant tout pour nous assurer qu'aucun animal n'a été blessé, le cas échéant pour les aider. Et en même temps, si des personnes ont besoin d'aide, nous espérons que personne n'a été blessé. Nous serons là pour les aider si quelqu'un en a besoin. Pendant que Beyrouth compte ses morts, plus au sud, c'est la ville côtière de Deir qui se vide de son âme. L'armée sioniste a envoyé des tracts d'évacuation immédiate à la population afin de quitter leur quartier, jetant des centaines de familles supplémentaires sur les routes. Celles-ci rejoignent le million de déplacés que compte déjà le pays. Et l'agression israélienne contre le Liban connaît une escalade causant des pertes humaines ainsi que des destructions matérielles dont les proportions défient l'entendement. Et l'Algérie a condamné justement avec la plus grande fermeté ces agressions inacceptables et exprimé sa pleine solidarité avec le peuple libanais ainsi qu'avec ses autorités légitimes, réaffirmant son attachement indéfectible à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale du Liban. Le ministère algérien des Affaires étrangères a tenu à souligner que face à cette situation tragique, le président algérien Abdelmadjid Tebboune avait entretenu des contacts réguliers avec son homologue libanais Joseph Aoun et qu'il avait également instruit le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf, à maintenir une coordination étroite avec son homologue libanais Youssef Raji. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mercredi un appel téléphonique du sultan d'Oman, Haitham Ben Tarir, qui lui a adressé ses vœux à l'occasion de l'avènement de Eid al-Fitr, souhaitant au peuple algérien davantage de bien-être et de stabilité. À son tour, le président algérien a remercié le sultan d'Oman et lui a adressé ses vœux à l'occasion de l'avènement de l'Aïd, priant Dieu Tout-Puissant de permettre au sultanat et au peuple omanais de jouir de paix et de sécurité. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a par ailleurs adressé ce mercredi un message à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de la fête de la victoire, le 19 mars 1962. À cette occasion, le président algérien a indiqué qu'en ce jour fut proclamée la fin d'une domination coloniale de plus de 130 ans qui a révélé le visage hideux du colonialisme du peuplement inique. Nous célébrons ce 19 mars la fête de la victoire, jour qui marquera la fin d'une hégémonie coloniale de plus d'un siècle et 30 ans. Cette période a révélé le visage d'un colonialisme de peuplement injuste, dépourvu de toute valeur humaine, s'enfonçant dans les tueries, la destruction et le pillage, et portant les qualificatifs les plus atroces d'agression et de barbarie. Pourtant, ce même colonisateur s'est retrouvé tremblant et ébranlé face à la force du droit et devant les lois de l'univers qui ont, à travers l'histoire, toujours donné raison aux quêteurs de liberté. Cette valeur innée dans Dieu a doté l'humanité. Dieu Tout-Puissant a accordé la victoire au peuple algérien grâce à une révolution glorieuse dont la flamme ne s'éteint point. Une épopée bénie dont la mémoire demeure éternelle. Une révolution menée par des héros qui ne croyaient qu'en une vie libre et digne ou en une mort sous la bannière du martyr pour que vive l'Algérie. Nous nous sommes révoltés, c'est la vie ou la mort, et nous avons juré que l'Algérie vivrait. Dans ce même message, le président algérien a affirmé que l'Algérie avait tracé sa voie dans le cadre d'un projet de développement stratégique qui se matérialise sur le terrain.
L'Algérie a tracé sa voie et placé parmi ses priorités le renforcement des capacités de l'économie nationale par des réalisations majeures, structurées et intégrées au sein d'un projet de développement stratégique multisectoriel et aux ambitions élevées. Ce projet se concrétise sur le terrain grâce à des volontés nationales sincères, aux efforts conjugués veillant aux intérêts de l'État et au service du peuple, avec la conviction d'une Algérie victorieuse par la participation de tous. Une Algérie où se réalisent les espoirs des Algériennes et des Algériens, avec lesquels nous nous recueillons en ce 64e anniversaire de la fête de la victoire à la mémoire de nos valeureux martyrs, tout en renouvelant notre serment de fidélité à leur message. Et puis le président algérien Abdelmadjid Tebboune a par ailleurs opéré ce mercredi un mouvement partiel dans le corps diplomatique et consulaire portant sur la nomination de 19 ambassadeurs, de 5 consuls généraux et de 2 consuls selon la présidence de la République. Ce mouvement s'inscrit dans le cadre des efforts continus visant à insuffler une dynamique renouvelée à l'action diplomatique et consulaire afin de garantir la défense des intérêts de l'Algérie sur la scène internationale et d'assurer une prise en charge optimale des préoccupations de la communauté nationale à l'étranger. Allez, compromis, retour dans cette édition sur la décision de la Confédération africaine de football d'attribuer le titre de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au pays hôte sur tapis vert et de déchoir le Sénégal de son sacre après près de 2 mois après la finale, donc chose qui a provoqué une véritable onde de choc mondiale entre ironie et indignation. Cette affaire, on en parle justement sur le plateau avec notre journaliste sportif Faisal Salah. Bonsoir. Bonsoir Abdelkader. Alors, que pensez-vous de cette affaire pour le moins rocambolesque ? C'est honteux pour le football africain. Une finale déjà chaotique. Tout est raté chez la Confédération africaine de football, comme la Panenka de Brahim Diaz à la finale. Aujourd'hui, avec cette décision, je pense que la CAF de Motsepe et de l'Orja vient de signer leur arrêt de mort pour cette confédération. Je pense que l'Empire est en train de s'effondrer. C'est ce je pense réellement, parce que prendre une décision pareille après 58 jours du sacre du Sénégal, c'est juste honteux, injuste et scandaleux. C'est ce que je pense vraiment. Et cette affaire continue donc de susciter de vives réactions entre ironie et indignation. Nous l'avons souligné. On dénonce un précédent extrêmement dangereux, Faisal. C'est dangereux parce que là, on vient d'enlever une Coupe d'Afrique qui a été gagnée sur le rectangle vert par le Sénégal et donnée à une autre sélection. C'est du jamais vu, c'est son précédent. Et aujourd'hui, quand on voit les réactions, déjà, ça commence. On va commencer avec le Sénégal, le concerné, c'est le gouvernement avec son porte-parole. Fatoum Faye, qui est le porte-parole du gouvernement sénégalais, qui a publié un communiqué aujourd'hui, c'est le 18 mars, et en décrivant et disant que cette situation, et en demandant qu'une enquête soit ouverte par rapport à la Confédération africaine pour, on va dire, pour le motif de corruption. Et aujourd'hui, en qualifiant cette décision comme décision inédite et surtout d'une gravité sans précédent. Aujourd'hui, pour parler déjà du communiqué du gouvernement et surtout de la Fédération sénégalaise du football, il nous rejoint notre confrère du Sénégal, Monsieur Hubert Mbeng, directeur de publication du quotidien Record. Bonsoir Hubert. Hubert ? Visiblement, on a du mal avec la liaison téléphonique. Nous allons tenter de rejoindre votre invité dans un instant. D'autres réactions, vous m'en avez parlé tout à l'heure en rédaction, il y a eu d'autres réactions qui ont vivement critiqué cette décision de la CAF aujourd'hui. Exactement, déjà il y a la réaction de la Fédération sénégalaise du football
qui veut saisir déjà la TAS pour un recours, et il y a des réactions des officiels, on va dire, du Sénégal qui disent le trophée ne va jamais partir du Sénégal. Il y a les joueurs qui ont posté des stories sur leur Instagram. On a beaucoup de joueurs, on a Cheikh Diouf, on a aussi Idrissa Gana Gueye qui parlait aussi des supporters en détention au Maroc après les incidents de la finale de 18 janvier face au pays organisateur, le Maroc, et des supporters du Sénégal qui sont toujours en détention à Rabat. Aujourd'hui, on me dit, Faisal, qu'on a pu rétablir la liaison avec votre invité à l'instant. Bonsoir Hubert. Bonsoir. Ravi de vous avoir avec nous. Aujourd'hui, une décision pareille de la Confédération africaine de football. Elle menace le fair play, elle menace aussi toutes les fédérations, n'est-ce pas? Que pensez-vous au Sénégal de cette décision déjà? Bon, au Sénégal, on trouve que cette décision est simplement scandaleuse. C'est une décision unique, un précédent dangereux pour l'avenir du football africain. C'est un véritable coup de pavé lancé dans le football sénégalais, africain. Donc, par cette décision-là, vraiment, c'est une décision inacceptable, inédite, que nous, ici, on rejette de manière générale. Ce n'est pas seulement au Sénégal, mais en Afrique. Les gens ont rejeté cette décision-là qui est franchement unique. Le gouvernement sénégalais demande à ouvrir une enquête de corruption au sein de la CAF. Il y a aussi le communiqué de la Fédération sénégalaise du football. Que pensez-vous? Quelles sont les nouvelles? Oui, le gouvernement a réagi. Donc, le porte-parole du gouvernement a émis un communiqué annonçant exigeant une enquête au niveau de la CAF. Donc, avec des soupçons de corruption au niveau de la CAF. Ça, c'était déjà connu que la Confédération africaine de football est vraiment minée par la corruption. Et on sait également que le président de la Fédération royale marocaine de football, Lexi Fouji Lexia, est quelqu'un qui est réputé très, très prompt à corrompre certaines fédérations africaines, Merci, les petites Hubert. fédérations notamment. Merci beaucoup Hubert, on est un peu pressé par le temps. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce journal pour parler du Sénégal et de l'affaire de la Confédération africaine de football. Je vous remercie, je vous redonne la parole. Très bien, nous allons en tout cas suivre cette affaire qui n'a pas fini de faire du bruit. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.